Bonjour à tous, mon nom c'est Jean Arambier, je suis professeur à l'Université Laval en psychoéducation. Alors comme vous le voyez, je semble être un peu hors de tout, hors sujet un peu. Donc, je ne parle pas d'immigrants, je ne parle pas d'intervention interculturelle. Je parle beaucoup plus du lien entre le chercheur et l'intervenant. Je remets tout ça en contexte. J'avais écrit 2 projets de recherche. Un qui concernait les intervenants auprès des immigrants et un autre qui concernait les psychoéducateurs. Alors, le projet sur les intervenants a été recommandé non financé. Naturellement, je n'ai pas eu l'argent pour aller investiguer pour voir les résultats partagés avec vous. Mais le second a été financé par l'ordre des psychoéducateurs. Et ça nous permet quand même de voir quels sont les facteurs, quels sont les éléments qu'il faut regarder quand on veut transférer, quand on veut amener les intervenants à utiliser les connaissances que nous produisons en tant que chercheurs. Comme plan que je vous propose, donc je vais d'abord revoir un peu les écrits scientifiques. Par la suite, je vais vous parler des objectifs, des questionnaires, des résultats et des liens avec l'éthique et puis aussi avec les intervenants dans le domaine de l'intervention interculturelle. Alors, c'est un thème surtout quand on parle de transfert des connaissances, mais moi je vais beaucoup plus parler de l'utilisation des connaissances. Parce que le transfert des connaissances, c'est un thème qui englobe beaucoup de choses. Donc, dans le transfert des connaissances, vous avez la diffusion des connaissances, la dissémination des connaissances. Ça n'implique pas forcément une utilisation. Mais moi, je parle d'utilisation, vous allez voir, je vais le définir plus tard, parce que c'est... Quand on travaille en partenariat comme Eric, l'idée aussi c'est que les intervenants puissent utiliser ce que nous produisons à la fin. Et c'est un thème qui est vraiment d'actualité et dans lequel on met pas mal de financement. Et il y a même une équipe de recherche à Montréal qui s'intéresse à ce transfert de connaissances ou bien à l'utilisation des connaissances. Et on sait qu'il y a des recherches qui ont été menées et on sait que l'application optimale des connaissances issues de la recherche, quand les intervenants utilisent la recherche, les traitements s'amélioreront. Donc, ça c'était documenté surtout en santé, en sciences infirmières, on voit, c'est clair là, c'est évident. Par contre, on sait qu'il y a un écart entre ce que nous produisons et ce que font les intervenants. Cet écart-là existe au niveau de la santé et puis l'OMS parlait d'un gouffre entre les connaissances réelles et la pratique quotidienne des intervenants. Parce que souvent aussi, quand on produit, ça prend du temps avant d'arriver chez les intervenants. Mais c'est aussi parce que nous, en tant que chercheurs, on a une manière de produire les connaissances qui ne facilite pas l'utilisation souvent. Donc, je vais aborder ce point-là plus tard. Donc, vous voyez ici, de 30 à 40% des patients ont des traitements médicaux non basés sur les évidences, sur ce qu'on appelle des données probantes. Et 25% des traitements seraient non nécessaires chez ce que les patients reçoivent. Alors, tout ça nous amène quand même à réfléchir sur l'utilisation des connaissances. Si on regarde, qu'est-ce qui peut amener un intervenant à utiliser les connaissances? Il y a plusieurs facteurs. Moi, je les ai regroupés en 4 facteurs. Il y a ce qu'on appelle l'opinion des utilisateurs potentiels envers les connaissances issues de la recherche. Alors, généralement, certains intervenants n'ont pas une opinion favorable des données issues de la recherche. Parce qu'ils pensent que les chercheurs sont dans leur monde, ils produisent des connaissances qui ne sont pas adaptées aux réalités du terrain. Donc c'est une opinion souvent qui n'est pas favorable aux connaissances issues de la recherche. Certains intervenants, pas tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas de connaissances sur la recherche, alors ils peuvent juger très mal les données issues de la recherche. Deuxième facteur, c'est l'expertise face à l'utilisation des connaissances. Il y a des intervenants qui ont un peu de la difficulté à comprendre ce que nous produisons, les écrits scientifiques. Ils ne savent pas décoder, lire, donc c'est difficile pour eux d'appliquer ce qu'ils comprennent pas.
Okay? Et quand on publie aussi, généralement, en tant que chercheur, on met l'emphase sur la méthode, alors que les intervenants, c'est ça qui les rebute en fait. Alors quand ils tombent sur les méthodes, déjà les résultats prennent le bord, ils n'ont même pas le temps d'aller vers les résultats. Donc ça peut être un facilitateur si l'intervenant comprend la recherche, ça peut être un obstacle si l'intervenant ne comprend pas la recherche. Il y a le contexte organisationnel. Si l'organisation ne donne pas un espace ou bien n'offre pas le temps, parce qu'un des éléments essentiels qui va empêcher les intervenants d'utiliser la connaissance, c'est le manque de temps. Bon, pour tous ceux qui ont travaillé comme intervenants, moi j'ai travaillé pendant à peu près 9 ans pour la DPJ pour les centres jeunesse. Alors, on travaille pendant 8 heures de temps avec des jeunes, 15 jeunes, on est à 2. Je pense qu'on n'a même pas le temps d'aller consulter les données issues de la recherche, même si on le voulait là. C'est impossible. Donc l'organisation devrait normalement, pour favoriser cette utilisation des connaissances-là, mettre en place du temps disponible, un accompagnement. Donc ça c'est un facteur. Donc la stratégie de transfert des connaissances aussi rejoint un peu le contexte organisationnel, où si l'organisation n'est pas capable de statuer sur un modèle de transfert des connaissances, c'est sûr que ça ne va pas faciliter l'utilisation des connaissances. Alors, moi, depuis, je parle de l'utilisation des connaissances, mais l'utilisation des connaissances a plusieurs dimensions. Okay? On peut l'utiliser de façon instrumentale, ces connaissances-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est face à un problème, on s'en va voir les données sur la recherche et on l'utilise pour plus ou moins résoudre le problème. Par exemple, d'habitude, j'interviens avec des personnes dépressives avec la psychodynamique et je me rends compte que ça ne marche pas. Je m'en vais, je regarde l'approche cognitivo-comportementale, je l'utilise. Ça, je fais une utilisation instrumentale. Alors, je peux aussi faire ce qu'on appelle une utilisation conceptuelle. Je ne vais pas l'utiliser de façon instrumentale, je ne vais pas améliorer ma pratique, mais je vais comprendre le domaine dans lequel je travaille. Je travaille avec les enfants, j'ai aucune idée de ce qu'on appelle l'attachement, mais on va lire pour comprendre l'attachement. Ça, je fais une utilisation conceptuelle des connaissances issues de la recherche. Et enfin, l'utilisation symbolique, quand je parle de ça, c'est pas seulement les intervenants, même les politiciens l'utilisent. Généralement, on va utiliser les connaissances issues de la recherche pour justifier une décision. Ça veut dire quoi? Vous devez être tous au courant de ça, ou quand les politiciens, quand ça les arrange, ils vont utiliser la connaissance pour dire que les données issues de la recherche pour dire que même les chercheurs disent ceci. Alors que souvent, les chercheurs ont dit beaucoup de choses qu'ils ne vont pas utiliser. Donc, ça c'est vraiment l'utilisation symbolique. Aussi, certains intervenants vont l'utiliser pour plus ou moins se protéger. Quand on connaît une décision en centre jeunesse, bon, moi je connais mieux le centre jeunesse, d'appliquer une intervention, ça se peut que votre boss ou bien les parents vous demandent pourquoi vous utilisez cette démarche-là, cette approche auprès de mes enfants. Bien. Donc là, on va utiliser les données issues de la recherche pour justifier. Okay? Donc, il y a 3 types généralement d'utilisation des connaissances. Et si on veut faire normalement un transfert des connaissances, ce serait mieux de savoir quel type on veut favoriser aussi. Donc, si on veut favoriser l'utilisation instrumentale, c'est différent de l'utilisation conceptuelle. C'est pertinent quand même de faire la différence. Quels que soient les types d'utilisation qu'on fait, généralement, il y a des conséquences au niveau, je dirais, positives, au niveau de l'individu et puis au niveau de l'organisation. Bon, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ces éléments-là. Donc, vous voyez les différents éléments. Alors, je vais vous parler maintenant du projet des 2 projets. En fait, les 2 projets... Okay. Bon.
Je vois que j'ai déjà épuisé la moitié du temps dans l'introduction. Ok, donc je vais vous parler. Les deux projets avaient le même objectif. Pour moi, c'était vraiment d'identifier les facteurs qui facilitent l'utilisation des connaissances, de dresser un portrait quand même de l'utilisation des connaissances et de proposer des modèles de transfert de connaissances en fonction de l'utilisation qu'on veut faire. Okay? C'était les trois éléments que je voulais voir. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler seulement de la validation du portrait. Alors, c'est un projet ce dont je vais vous parler, qui a été financé, comme je le disais, par l'Ordre des psychoéducateurs. Il consistait à développer un questionnaire, puisqu'on veut aller identifier les facteurs. Donc, pour le développement de ce questionnaire-là, naturellement, on a généré beaucoup d'items. Je pense qu'on avait généré plus de 100 items qui couvrent tous les éléments qui pourraient plus ou moins être soit un facilitateur ou un obstacle à la recherche. Et avec l'équipe de l'OPPQ, on a fait une première validation pour retenir certains items parce qu'il y en avait tellement, il fallait éliminer des items. Dans un deuxième temps, je l'ai fait avec mes étudiants de maîtrise en psychoéducation, donc une validation pour voir si ces items-là étaient adéquats avec la pratique tous les jours. C'était des étudiants qui étaient en stage déjà dans le milieu. Et bon, en fait, il y a eu une validation aussi par le comité d'éthique de ces items-là pour voir si ça ne posait pas de... Pour l'administration du questionnaire, ça a été vraiment avec la collaboration de l'OPPQ. Ils étaient vraiment très impliqués et on a recruté des psychoéducateurs, membres de l'ordre, de façon électronique, qui ont rempli, mais malheureusement, comme dans les recherches, le taux de participation n'était pas très élevé. Je n'ai eu que 300, à peu près 300 psychoéducateurs qui ont participé à cette recherche. Parce que normalement, pour valider un modèle, ça demande beaucoup plus que ça. Pour valider un questionnaire, oui, mais pour un modèle, ça demande beaucoup plus que ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a souvent dans la vie. Alors, les éléments que moi j'ai mis dans ce questionnaire-là, c'est les types d'utilisation dont je vous ai parlé. Donc, les sources utilisées pour avoir accès aux ressources, aux connaissances issues de la recherche. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut regarder. Mes intervenants, où est-ce qu'ils vont aller chercher l'information quand ils sont confrontés à une situation étrange mais difficile. Et aussi, je vous avais parlé des 4 autres éléments aussi, l'opinion, l'expertise, le contexte organisationnel et puis les stratégies de transfert de connaissances. Alors, au niveau du type d'utilisation des connaissances, c'est encore l'instrumental conceptuel et plus symbolique que j'ai essayé de mesurer. Et là, je suis déjà au niveau des résultats. Je sais que je n'ai pas de résultats, mais je suis déjà au niveau des résultats. Quand on a posé la question aux psychoéducateurs, qu'est-ce qui était important? Quels sont les éléments qu'il vous faudrait pour... ou bien, pourquoi non? Si c'est pourquoi vous utilisez les connaissances issues de la recherche. Presque la totale, bon, plusieurs disaient qu'ils utilisaient les connaissances de façon générale pour améliorer la pratique professionnelle. D'autres, c'est pour mieux adapter le service à la clientèle et justifier ou valider les décisions et les interventions prises. C'est les 3 systèmes qui venaient en premier lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les types d'utilisation faites, c'est les types, si vous m'avez suivi, c'est instrumental et symbolique et stratégique. Donc, conceptuel par. Donc, si vous développez un modèle de transfert de connaissances pour les psychoéducateurs basé sur l'utilisation conceptuelle, parce que l'utilisation conceptuelle est basée beaucoup souvent sur la formation continue, quand on va former sur un thème. Alors, on voit que c'est pas ça qui va marcher vraiment, mais si c'est vraiment pour améliorer la pratique de façon concrète, ce transfert peut être aidant pour la personne. Alors, j'ai un tableau qui regroupe tout ça, puis je vais pas. Donc, vous voyez ici, c'est pour améliorer la pratique qui retient vraiment l'attention des psychoéducateurs. Ce qui est moins
présent, c'est accroître l'utilisation des services psychoéducatifs par les patients. Donc, et puis, justifier l'investissement dans les services offerts par... ok. Alors là, on dit qu'il y a 5 minutes. D'accord. Alors, et les sources d'utilisation, ça c'est très important. Alors, il y a plusieurs, et ça se voit même au niveau de la santé, pas malheureusement, mais ça se voit partout dans plusieurs services. Où est-ce qu'ils vont aller chercher l'information? Ils vont aller chercher l'information des psychoéducateurs au niveau de l'Internet et puis des moteurs de recherche populaire. Quand ils sont face à une situation, l'information est cherchée directement sur Internet. Ça, c'est la première source. Et c'est pas seulement moi, en 2012, je l'ai fait aussi auprès des enseignants, à peu près, mais c'était un nombre imposant 5000 enseignants, et c'était la première source aussi qui venait, l'Internet. Donc, alors qu'on sait qu'à Internet, il y a tellement d'informations qui ne sont pas des données probantes. Donc, c'est... En tout cas, je constate ça avec un peu de... pas de découragement, mais j'aurais aimé que ce soit dans les revues scientifiques. Mais bon. Ouais. Mais ce qui est intéressant chez les psychoéducateurs, c'est qu'ils vont consulter un professionnel, ce qu'on appelle les conseillers cliniques. C'est très important. Donc, ces personnes-là peuvent être nos associés en tant que chercheurs pour pouvoir faire un transfert de connaissances. Il y a la formation continue aussi qui vient en troisième place, qui est quand même un bon véhicule, et ils vont repartir voir ce qu'ils ont vu dans les formations continues pour résoudre le problème auquel ils sont confrontés. Il y a, en psychoéducation, nous on a ce qu'on appelle les lignes directrices et guides de pratique. Je sais pas, peut-être à travailler sur ça aussi. Donc, ils vont aller consulter ces guides-là. Et depuis quelque temps, je pense que tous les guides sont en ligne maintenant au niveau de l'ordre des psychoéducateurs pour permettre de jumeler aussi avec l'Internet pour que les psychoéducateurs puissent avoir accès à ça. Donc, voilà les sources. Bon, il y a l'opinion aussi. La plupart trouvent que, mais je dois dire que les psychoéducateurs ont une maîtrise quand même, donc ça me permet quand même de dire, ils trouvent les connaissances issues de la recherche fiables. Parce que ce n'est pas tout le monde qui trouve ça fiable, ce n'est pas tous les intervenants qui vont trouver fiable, mais ils trouvaient fiable et digne de confiance. Donc, permet de développer une pratique réflexive en psychoéducation. Quand même, ils ont une opinion assez favorable par rapport à la recherche. Alors, les stratégies de soutien, je vais un peu vite parce qu'il semble que le temps passe aussi. La présentation des résultats de recherche adaptés aux besoins de la pratique ou des pratiques serait une avenue, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, si après la recherche, on est capable d'aller présenter nos résultats de façon comestible, de façon geste, merci. Alors, c'est la discussion entre l'être et les locaux. Alors, enfin, l'expertise, l'habilité à lire, à identifier les lacunes dans les connaissances et à formuler finalement leurs besoins. Habilité à lire, habilité à identifier les similitudes et les différences pourrait permettre une meilleure utilisation. Alors, contexte organisationnel, c'est le temps disponible et puis l'importance accordée par l'établissement au développement professionnel. Il y en a qui m'ont dit que, en fait, si l'organisation déclare que c'est une priorité, le transfert de connaissances, ça favorise l'utilisation des connaissances. Alors, finalement, j'ai essayé de faire voir qu'est-ce que, de tous ces facteurs-là, qu'est-ce qui va prédire le plus l'utilisation des connaissances. On voit que c'est l'opinion et l'expertise, ce sont les deux qui vont prédire le mieux l'utilisation des connaissances. Et ça va de soi aussi, hein, quand on a une opinion favorable, on va l'utiliser davantage. Quand on sait lire, on va l'utiliser davantage. On voit que au niveau organisationnel, ce n'est pas le facteur qui va décider ou bien qui va
beaucoup influencer l'utilisation des connaissances. Et au niveau organisationnel, c'est beaucoup plus le temps. Si l'organisation donne le temps, ça favorise un peu plus l'utilisation des connaissances. Alors, bon, j'avais proposé un modèle, donc si on peut faire un transfert de connaissances. Je sais que le temps est passé, mais l'idée pour moi, quand j'avais écrit mon projet sur les intervenants auprès des immigrants, c'était d'arriver avec un modèle comme ça, pour que si on veut faire passer notre message, ou bien si on veut améliorer l'utilisation des connaissances par les intervenants auprès des immigrants, qu'on ait un modèle et qui nous permette quand même de mieux transférer les connaissances. Alors je vous remercie.